BFM Business, BFM Crypto, les pros. Les pros des cryptos, comme tous les vendredis, on se penche sur la tendance du marché crypto qui va plutôt bien cette semaine, à l'image de ce qui se passe sur le marché boursier. On est sur des gains confortables et sur des points d'équilibre assez intéressants du côté du Bitcoin, du côté de l'Ether. On va faire un point tout de suite avec Gilles Santacreux de boursicoté.com. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. On va peut-être se consacrer à ce qui se passe sur le Bitcoin. Là, vraiment, depuis qu'on a dépassé les 100 000, on a atteint des points de stabilité, on bouge plus trop. Comment ça se passe techniquement ? Techniquement, c'est un petit peu la déception. Je vous entendais dire à l'instant que ça allait plutôt bien. Lorsque l'on compare sur la semaine l'évolution du... Oui, voilà, mais lorsque l'on compare l'évolution du Nasdaq et l'évolution du Bitcoin, on a un gros gap de performance quand même, puisque le Nasdaq, depuis le gap qu'il a ouvert lundi, a continué à monter. Le Bitcoin n'a quasiment pas réagi au deal commercial qui a été quasi finalisé entre les États-Unis et la Chine, et on se stabilise donc. Alors effectivement, au-dessus d'une zone de support à 102 000 $ pour un Bitcoin, mais on a du mal à venir chercher la dernière résistance qui pourrait séparer la crypto-monnaie d'un nouveau record, la zone des 107 000. On a un record qui est juste au-dessus, aux alentours des 109 000 $ pour un Bitcoin. Donc par rapport, je dirais, à la dynamique que l'on observe sur les marchés, on s'attendait à un peu mieux sur les crypto-monnaies. Alors on a le Bitcoin, mais on en a d'autres. Alors on en a une qui surperforme un tout petit peu, c'est l'Ethereum. Depuis sa dernière mise à jour, effectivement, on a l'impression qu'on a un regain de dynamique, et donc on est un peu plus haussier sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, par exemple. Mais on part de tellement plus bas qu'en fait, il peut ne s'agir que d'un rattrapage. Pour mémoire, on a eu une mise à jour mercredi ou jeudi dernier, et ça a boosté, je dirais, c'est apparu en même temps que le deal commercial avec la Grande-Bretagne, ça a boosté un petit peu les cours, et depuis, on a une petite dynamique haussière un petit peu supérieure par rapport à Bitcoin. Mais sur Bitcoin, depuis la hausse que l'on a eue, donc justement la semaine dernière, ce week-end, ça n'a pas bougé, et clairement, on se maintient. On est quasiment au même niveau que ce que l'on avait jeudi dernier, donc le 8. On avait franchi donc cette zone des 102 000. On avait marqué un plus haut sur un niveau proche des 104 000 $ pour un Bitcoin. C'est quasiment le niveau sur lequel nous sommes encore aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on est à 103 500. Clairement, il n'y a plus de progression alors que les indices, eux, continuent à monter. Donc, c'est un petit peu la déception, mais on reste tout de même dans une dynamique positive qui est haussière et qui semble solide, puisque même en absence de news flow, je dirais, propre aux crypto-monnaies, il n'y a pas de mouvement de consolidation par rapport justement à la hausse qui a été observée précédemment. Voilà, quand même quelques signes encourageants et au moins de la stabilité. Les pros des cryptos, bien sûr, on va se consacrer au reste de l'actualité. Donc, du point de vue de la tendance, on a quand même des signaux particulièrement encourageants, que ce soit pour le Bitcoin, pour l'Ether. Comment ça se passe pour les autres ? On va voir ça. On voit que les institutionnels, les grands investisseurs, que ce soit les grands fonds de gestion, que ce soit même les États souverains, continuent à se renforcer en Bitcoin notamment. Ils renforcent leur position, même les entreprises privées continuent, certaines même, d'emprunter sur les marchés pour pouvoir acheter toujours plus de Bitcoin. Et puis on va faire un focus aussi sur Coinbase. Alors la star de la semaine, star entre guillemets, parce que oui, on intègre l'élite boursière américaine, mais juste après, on se prend un coup de massue sur la tête parce qu'on est obligé de révéler un hacking. Il y a aussi des interrogations du gendarme boursier américain sur les positions réelles des clients de Coinbase. Enfin, bref, bienvenue dans l'élite boursière, mais ça se paye aussi au prix cher pour Coinbase. On va parler de tout ça, bien évidemment, avec nos invités. Aujourd'hui, Stanislas Barthélémy, Senior Manager Crypto et Web3 chez KPMG, ainsi que Thibaut Boutroux, CEO de Meria. Allez, c'est parti. Les pros des cryptos, c'est tout de suite, maintenant. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Donc un vert éclatant, on peut dire, sur le marché des cryptos. Le Bitcoin qui flirte avec les sommets, les institutionnels qui reviennent en force, que ce soit MicroStrategy, Tether, Goldman Sachs par le biais de BlackRock, et même le Salvador, le pays, l'État du Salvador, qui se renforce en termes de position sur le Bitcoin et sur les autres cryptos. Alors cette semaine, des sommets retrouvés, plusieurs acteurs qui ont renforcé leur position. MicroStrategy, donc qui a acquis quasiment
14 000 bitcoins pour 1,3 milliard de dollars. Tether qui a acheté un petit peu plus de 4 800 bitcoins pour 458 millions de dollars. Goldman Sachs qui augmente sa participation alors dans l'ETF Bitcoin de BlackRock à 1,4 milliard. Et le Salvador qui continue ses achats malgré les recommandations du FMI. Qu'est-ce que ça révèle sur la confiance des institutionnels dans le marché actuel? C'est une question d'opportunité ou c'est une question de conviction? C'est une question de conviction et aussi de tendance. C'est-à-dire qu'on l'évoquait, il y a toujours un lien entre la macroéconomie et la crypto. L'anticipation d'une sorte d'accalmie autour des sujets commerciaux, de la guerre commerciale qu'il y a eu, a provoqué un rebond des bourses. Je veux dire que la crypto aussi ne sort pas de cet écosystème. C'est un bon moyen aussi de mesurer la confiance des investisseurs. C'est-à-dire que quand on a MicroStrategy qui continue à lever des fonds pour acheter du Bitcoin, ça concerne aussi des États, comme vous le dites. Ce qui compte, c'est de regarder cet afflux de cash frais. Et en l'occurrence, on retrouve des niveaux et des volumes qu'il n'y avait pas depuis janvier 2025. Oui, donc là, il y a un vrai mieux. Il y a un vrai mieux, ça se ressent aussi dans le prix. Quand il y a de la pression acheteuse, ça se ressent dans le prix. Totalement. Et en réalité, c'est une tendance qui a lieu depuis plusieurs mois. Il y a des soubresauts au cours des semaines dernières sur ce doute sur est-ce que la guerre commerciale va créer une forme de récession. Maintenant, la probabilité de cette récession diminue un peu au fur et à mesure des accords commerciaux qui peuvent être passés. Et donc la crypto, encore une fois, n'est pas dans une bulle particulière. Elle est bien ancrée dans ces questions macroéconomiques. Alors, cela dit, on voit, les institutionnels renforcent leur position, mais du côté du retail, du côté des investisseurs particuliers, c'est peut-être un petit peu plus hésitant. Comment ça peut s'expliquer, Thibaut ? Ouais, on a vraiment deux salles, deux ambiances pour le coup, là où tous les feux sont ouverts côté institutionnel et où de tendance de manière générale, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, les institutionnels sont plutôt acheteurs, les particuliers sont plutôt vendeurs et du coup naturellement ça pose un petit peu de questions parce que ça peut créer à terme une espèce de centralisation aussi chez les institutionnels. L'idéologie même était plutôt une monnaie du peuple qui devient petit à petit une monnaie institutionnelle, donc il y a pas mal aussi de confrontations idéologiques qui sont en train de naître. J'ai vu une phrase intéressante qui disait que le risque c'est pas tant que les institutionnels en achètent, mais c'est plutôt que les particuliers n'en achètent plus. Je trouve que c'était assez intéressant. Et en même temps, c'est vrai que Bitcoin et les cryptos sont depuis quelque temps médiatisés de cette manière avec les institutionnels qui arrivent et on a l'impression que ça devient quelque chose de financier, ça le re-rentre dans quelque chose de très complexe et du coup, naturellement, les particuliers ont l'impression que c'est un petit peu moins pour eux et ils vont moins. Et puis, il y a des choses qu'on mesure très concrètement, les recherches Google qui finalement n'explosent pas malgré un Bitcoin qui est quasiment sur ses sommets. On a le classement aussi des apps dans les stores qui bougent pas beaucoup. Après, là où il faut temporiser, c'est que on a déjà vu ça dans le passé et on sait aussi que les particuliers peuvent arriver très vite et que ça peut très vite aussi se retourner. Donc on peut imaginer que si Bitcoin continue à pousser un petit peu et qu'on arrive à se rapprocher encore un peu plus de l'ATH, les particuliers en quelques jours, quelques semaines peuvent revenir assez rapidement. C'est un truc assez troublant d'ailleurs parce que parallèlement du côté de Wall Street, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est les institutionnels qui ont tendance à vendre et c'est les particuliers qui rattrapent le coup généralement quand le marché rebondit. Stanislas, vous vouliez réagir ? Exactement. Pour poursuivre la discussion, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant autour des ETF Bitcoin. Bon, quand on regarde dans la granularité qui achète ce type de produit, aujourd'hui on a l'impression qu'on le présente un peu comme c'est des institutionnels type fonds de pension, etc. Quand on analyse les données, c'est aussi beaucoup des hauts patrimoines, c'est-à-dire des individus qui ont un certain patrimoine. Donc ça reste on va dire du retail, alors certaines tranches de retail, c'est-à-dire pas de nombreux, mais avec des capacités d'investissement importantes. Et les ETF, c'est aussi ce type d'investisseurs. Donc il faut un peu temporiser, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est institutionnel, un peu moins retail. Ouais. Et puis, évidemment, on parle régulation. Alors, on a le président de la Security and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier américain Paul Atkins, réputé pro-crypto, réputé vraiment pas hostile au phénomène, qui annonce vouloir établir un cadre réglementaire clair et précis pour les crypto-actifs. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis ont donc largement revu leur copie sur les cryptos. On voit que Donald Trump, ça a pu être aussi une source d'enthousiasme, mais de déception au fur et à mesure, parce qu'on ne comprend pas vraiment quelle est sa position, si il est pro, si c'est des coups d'opportunité, etc. Mais
en gros, du côté de la régulation, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qui a été fait récemment, Stan? Alors j'ai l'impression quand même que le défaut de lisibilité dans la politique de Trump n'est pas que sur la crypto. Oui, on est d'accord. Il y a quand même des efforts bipartisans, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas que les républicains qui poussent en ce sens, des efforts bipartisans avec les démocrates. Après, la question, c'est de savoir comment ils vont le faire, quel texte. Il y a des négociations, notamment sur 2 textes, Stablecoin Act et Genius, au niveau des chambres aux États-Unis, parce qu'il y a un objectif politique clair et qui, à mon avis, est partagé par les 2 parties, c'est pour ça que je le dis, c'est l'hégémonie du dollar, l'utilisation des stablecoins. Ça avance, même s'il faut voir encore modulo comment ça va être voté, mais ça avance. Il y a aussi la SEC, et vous le dites à juste titre, qui a une position maintenant ouvertement plutôt pro-crypto, ou à minima neutre pour accompagner le secteur. Ce qui est intéressant dans la démonstration de Paul Atkins, c'est la manière dont il aborde le sujet, et c'est ça qui est assez nouveau chez des régulateurs ou des personnes, on va dire des pouvoirs publics, c'est qu'il fait une comparaison avec le web en disant on est en train de passer dans la finance off-chain à la finance on-chain, en donnant la même chose sur les enregistrements audio qui étaient qui étaient analogiques à l'époque et qui deviennent numériques. Et que ça crée évidemment des besoins d'adaptation du droit, dans la mesure où quand on faisait de la musique en analogique et en numérique, on a vu que c'était des nouveaux business models, Spotify, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc c'est plus l'argumentation en soi que la conclusion de son propos qui est intéressante. Parce que la finance on-chain, donc la finance usant de crypto et de blockchain, c'est de faire des transferts, que ce soit d'actifs du monde traditionnel, de dettes, de fonds monétaires, d'actions, etc., 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans risque de contrepartie. Et donc cette adaptation, elle est en train de se faire sous nos yeux, et c'est tout le sens du propos de Paul Atkins. Vous ne trouvez pas justement que les États-Unis, ils ont tendance à laguer un peu par rapport à nous, ce qu'on a pu faire en Europe, où on a été plutôt prompt à réagir? Alors, peut-être de manière très, 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 très cadrée. Mais on avait les plans, je ne veux pas dire avant eux, mais du moins, on a été précurseurs là-dessus. C'est 2 cultures différentes, même 2 cultures juridiques. Il y en a une qui va laisser faire, comme aux États-Unis, on laisse faire et on réglemente ensuite, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et on l'a vu sur tout le doute qu'il y avait pour les entrepreneurs quand il y a un flou et qu'on ne sait pas comment les pouvoirs publics vont régler ce sujet. Le doute, entre guillemets, ne profite pas à l'accusé. Jamais. Et en Europe, à l'inverse, c'est tout la dualité civil law, common law. Et en Europe, c'était plutôt de dire on va créer des grands textes qui encadrent un peu en anticipation des usages, qui fait qui sont assez justes sur définir ce qu'est des cryptoactifs, sur la création d'intermédiaires, mais qui ont tapé trop fort parce que définir quelque chose en amont des usages, si vous me permettez l'expression, c'est un peu casse-gueule. Et donc on se retrouve dans lequel des systèmes est le meilleur. Difficile à dire parce qu'on verra ça dans le temps long. C'est à 5-10 ans qu'on fera la somme et qu'on fera un bilan en disant qui a réussi, qui a raté. Ce qui est sûr, c'est que maintenant en Europe, avec le changement de pied au niveau des États-Unis, il est temps de re-questionner certaines dispositions qui ont été mises dans la loi. Vous pensez qu'il est temps de revoir un petit peu MiCA dans le sens où dispositif trop contraignant ou pas assez... Directement dans un texte de niveau 1, c'est-à-dire MiCA, mais ça prend du temps. Il y a une gouvernance politique à mettre en place et le fait de convaincre, et ça c'est le rôle de l'association de la DAN. Et le deuxième sujet aussi, c'est sur des petites précisions, sur des questions-réponses de la part des régulateurs, d'essayer d'obtenir des choses qui vont dans le bon sens et permettre à cette industrie de se développer. Alors, réglementation, ça veut dire aussi que de temps en temps, il y a des enquêtes, et dans le viseur des autorités, commence à y avoir les mêmes coins de Donald Trump et de son épouse aussi. Les démocrates ont exigé des rapports au Trésor, Thibault. Ouais, c'est ça. On parlait de Donald Trump en amont qui a suscité l'enthousiasme et parfois les interrogations. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de cadre, ça ouvre aussi la porte à certaines dérives. On en a vu certaines passer sans qu'il y ait forcément de suite. On commence à être un petit peu dans les suites où justement il y a des comptes qui commencent à être demandés. Et donc là, en fait, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global. C'est dans une enquête globale sur le financement de sa campagne, sur de la corruption, sur plein de choses. Les éventuels délits d'initiés quand il a commencé à faire ses déclarations. Exactement. Et donc, il y a cette idée de récupérer certains documents qui, en fait, sont des documents qui sont, si on veut faire le parallèle, en France, quand il y a des opérations suspectes, on doit remonter certaines informations à Tracfin. On a le pendant aux États-Unis. Et donc, c'est ces rapports d'activité suspects, ça s'appelle comme ça, qui ont été demandés par les démocrates pour regarder. Alors, on parle beaucoup du Memcoin. C'est vrai que c'est un petit peu la vitrine et c'est ce qui a été beaucoup médiatisé, où là, effectivement, il y a pas mal de sujets sur de la manipulation de marché et autres. Mais il y a aussi le sujet du projet de World Limit Finance, le projet un peu familial, où là, il y a pas mal
d'autres sujets un petit peu plus complexes, un petit peu moins médiatisés, sur notamment par exemple dans les investisseurs, on va retrouver Justin Sun qui est un personnage qui est très clivant, qui est sous enquête par la SEC et qui en même temps est un gros investisseur du token. Donc où est la limite, où est le conflit d'influence. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train d'être revues. C'est très très large. Il y a aussi des sujets avec Binance ou autres. Donc voilà, il va falloir aussi faire un petit peu la lumière sur tout ça. Le fait d'avoir laissé ça permet aussi de donner un peu des éléments sur savoir un peu plus justement où on met la barrière ou pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Oui, au moins, il y a une information dans ce que vous venez de dire, c'est que les démocrates existent encore et on fait une procédure. Non, mais c'est vrai que bon, là, c'est silence radio sur le reste. En parlant d'histoires frauduleuses, il y a quand même une bonne nouvelle du côté de l'Europe, une lueur d'espoir pour les clients de FTX Europe. Les clients qui peuvent désormais demander le remboursement de leurs fonds. Alors, via Backpack, après vérification KYC. Alors, ça veut dire quoi? Et bon, accessoirement, c'est quoi le calendrier et quelle tournure va prendre la procédure? La procédure est bien engagée dans la mesure où on est maintenant à l'étape où on va rembourser les clients qui ont été victimes de cette fraude. Ça concerne ceux qui étaient clients de FTX Union européenne, oui. En gros. Et donc ça se fait via Backpack qui a en quelque sorte racheté les créances, qui contribue à redistribuer en quelque sorte. Et effectivement, ceux qui vont bénéficier de ça, c'est ceux qui ont été victimes. Donc c'est pour ça qu'il y a un KYC, c'est-à-dire l'identité des clients lésés. Il faut refaire une petite vérification pour vérifier que c'est bien les personnes qui sont lésées qui vont avoir droit. Alors c'est selon un calendrier où il y a des tranches sur les remboursements. Les plus petits remboursements vont être immédiats, ceux un peu plus importants vont prendre un peu de temps. En tout cas, c'est enfin clair pour ceux qui ont été lésés dans cette histoire. Ouais, effectivement. Il y a encore des restes de procédures autour d'FTX, oui. hormis ça? Oui, parce que c'est toujours à différents niveaux. C'est-à-dire que les petits porteurs, les petits portefeuilles sont en général remboursés en premier lieu. Et après, on arrive sur des personnes qui avaient plus de fonds et jusqu'à des professionnels, voire des investisseurs et créanciers. Donc, c'est toujours des procédures qui prennent énormément de temps. On a plein d'exemples dans la crypto qui parfois ont pris 5 ans minimum, ou qui ne sont même pas terminés. Oui, effectivement. Je pense à MTGOX, par exemple. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est un serpent de mer, quelque part. Une dizaine d'années que ça dure, cette affaire. Je me souviens, c'est là que je regardais les premiers cours crypto. Ils étaient assez précurseurs, mais enfin, bon, vu le bouchon qu'ils se sont pris. En Europe, toujours, l'Union européenne, qui veut surveiller toutes les transactions en matière de crypto-monnaie. Une position qui interpelle le secteur entre l'argument de lutte contre le blanchiment d'argent et l'instauration d'un Big Brother, d'une grosse initiative de surveillance européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ouais, mais en fait, il y a plusieurs choses dans ce texte et ça fait partie justement des points un petit peu à ajuster et où il serait intéressant d'ouvrir vraiment le dialogue entre les régulateurs et les acteurs pour avoir des textes qui sont aussi en adéquation avec la réalité du terrain. Il y a plusieurs choses. Il y a un point sur lequel on a presque un alignement, c'est sur toute la notion de privacy coin, donc toutes ces cryptos qui sont anonymes, où là finalement on est sur du presque déjà vu, puisque aujourd'hui sur les plateformes régulées, les opérations sont déjà interdites sur ce type d'actifs. Donc là, il y a moins de sujets, mais il y a un sujet autour effectivement des transactions qui vont au-delà de 1 000 €, où il y aura une exigence pour tous les établissements régulés de collecter l'information et l'identité du porteur, du destinataire et de l'émetteur, même sur des wallets auto-hébergés. Et là, il y a un vrai sujet qui a plusieurs niveaux. Il y a d'abord un premier sujet qui est technique, c'est-à-dire qu'on nous impose ça aujourd'hui, mais on ne nous donne pas ni de standards techniques, ni de manière de communiquer entre établissements. Donc ça, c'est une première complexité. Il y a un coût à toute la mise en place, surtout sans standard et sans visibilité, avec un horizon de temps qui est relativement court et plein d'autres directives qu'il faut appliquer au fur et à mesure. Donc là, il y a une vraie réalité terrain où pour les acteurs, c'est relativement compliqué et forcément, ceux qui sont surtout visés et qui vont être contrôlés, c'est les acteurs qui sont sur les territoires européens, mais on doit collaborer aussi avec des acteurs étrangers qui n'ont peut-être pas forcément les moyens ou moins l'intérêt de jouer le jeu. Donc il y a toute cette complexité, et puis il y a aussi dans ce contexte actuel où on se rend compte que finalement les acteurs crypto ont été parfois pris pour cible. Est-ce que c'est vraiment pertinent de collecter toutes ces informations? Est-ce que c'est pertinent d'envoyer de la donnée personnelle à des acteurs étrangers qui ne sont pas forcément respectueux des normes RGPD ou autres? Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour structurer ce texte. Donc on attend à ce que le dialogue soit ouvert.
Ouais, c'est effectivement, à chaque fois, on est exposé à une sorte de millefeuille de procédures et de technicités qui sont parfois un petit peu compliquées. Stanislas, qu'est-ce que ça vous évoque, ce projet de renforcement ? J'appuie le propos de Thibaut. Thibaut a donné des arguments économiques auxquels je souscris. J'apporte aussi une sorte de contradiction politique et philosophique. C'est-à-dire qu'il y a RGPD qui a envie de minimiser la donnée et de créer une forme de confidentialité pour protéger les individus et leurs données. C'est sensible, les données critiques. Et le deuxième sujet, c'est toute une réglementation financière qui procède d'une bonne intention, mais qui paradoxalement met en risque les entreprises et les acteurs. Et donc on se demande, cette réglementation financière qui veut beaucoup plus de transparence en créant des points de risque en cas de hack et de leak de données par exemple, et de l'autre côté RGPD qui dit non, il faut le moins de données possible. Et donc cette contradiction, à mon sens, n'est pas encore tout à fait vraiment résolue. Et je pense que ça ouvre un débat qui fait que faire converger la crypto vers la finance traditionnelle et ses règles, on peut l'entendre et c'est légitime. Maintenant, il y a un sous-jacent technique qui fait qu'il faut savoir s'adapter aussi à une forme de réalité. On ne peut pas s'abstraire de la réalité en disant non, ça n'existe pas, le réel n'existe pas. Donc il y a un peu cette contradiction et ce débat qui, à mon avis, on va en entendre parler pendant quelques années. Oui, qui n'est toujours pas tranché, qui va mettre du temps, c'est sûr. On repart du côté des États-Unis avec la finance traditionnelle qui s'ouvre de plus en plus aux cryptos. Et alors, dernière initiative, on a l'OCC, qui est une chambre de compensation de Chicago, qui s'occupe d'énormément d'institutions financières, qui autorise désormais les banques américaines à offrir des services de garde et d'exécution pour les crypto-actifs. Donc en gros, toutes les banques pourront faire œuvre de garde et d'exécution en matière de crypto. Thibaut, c'est quelque chose qui change totalement la donne ou qui amplifie un mouvement qui est déjà quand même assez entamé ? Ouais, alors c'est un mouvement qui est effectivement entamé, mais ce qui change la donne, c'est vraiment une communication qui est extrêmement claire et précise sur le sujet et qui ouvre du coup la porte à une intégration des cryptos dans les circuits traditionnels. Et qui en plus provient non pas d'une autorité de régulation, mais d'une chambre de compensation, donc quelqu'un qui a vraiment littéralement les mains dans le cambouis. Exactement. Et donc ça ouvre la porte à ce changement de mentalité qui est en train de se faire. C'est presque, on peut presque le voir même comme un encouragement en disant maintenant ça y est, allez-y, vous pouvez lancer vos services. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les coulisses. Donc c'est un vrai très bon signal qui a été largement souligné par les acteurs de l'écosystème côté US. Et ça revient un petit peu dans ce qu'on disait en début d'émission avec cette institutionnalisation qui est en train de se faire et ces changements réglementaires qui prennent aussi pied aux États-Unis. Stanislas, est-ce que vous pensez, alors à ce sujet, est-ce que vous pensez qu'en Europe, par exemple, l'accélération de l'adoption des cryptos par les institutions financières peut aussi se faire, alors pas forcément par la régulation, genre on autorise, on n'autorise pas, mais par les tenanciers de marché, les chambres de compensation, vraiment les acteurs techniques, je pense à Euronext, tiens par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est par là aussi que la transformation va se faire, va s'opérer ? La réponse est simple, oui, et ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des initiatives, toutes ne sont pas publiques, mais il y a aussi des travaux en interne pour s'adapter, c'est-à-dire qu'on a évoqué que cette finance, elle devenait analogique, elle est passée numérique, ça avait des conséquences. Conséquences sur les intermédiaires, même techniques, chambres de compensation, utiles dans la finance traditionnelle, elles peuvent être utiles demain, mais ce à quoi il faut s'adapter, parce que détenir un cryptoactif, ou une représentation tokenisée d'un actif traditionnel, ça ne fonctionne pas de la même manière que, j'ai envie de dire, la finance classique. Donc ça a commencé déjà en Europe et on va voir des avancées, c'est clair. Quand on regarde ce qu'un BlackRock, quand ils font leur fonds monétaire tokenisé Beedle, que ça atteint plusieurs milliards, que maintenant ça s'intègre avec la finance décentralisée, ou que ça peut être utilisé pour des opérations de repo dans la finance, tout ça va arriver en France et même en Europe, et on sait qu'il y a des acteurs qui travaillent là-dessus et ça va aller vite. Bon, on va parler de notre star de la semaine, Coinbase, qui donc intègre l'élite boursière américaine, le S&P 500, l'indice large de Wall Street. C'est une première pour une entreprise crypto. Et puis parallèlement, il y a un peu deux, trois trucs qui leur sont tombés sur la tête cette semaine. On revient là-dessus, Stanislas. Oui, une actualité un peu duale pour eux. La première, c'est quand même, et vous le dites très bien, c'est symbolique. C'est une entreprise crypto qui rentre dans le S&P 500. Et ça a des conséquences, outre le symbolique qui a son importance, les idées gouvernent le monde, mais surtout, d'un point de vue financier, ça rentre dans des indices. Donc, ça crée une exposition plus massive, indirecte, envers
le secteur des cryptos, puisque quand on fait rentrer Coinbase dans le S&P 500, il y a tous des ETF, des ETP, tout ce type de produits qui vont se retrouver à faire, quand on fait ça rebalance, je ne sais pas comment le dire en français. Le rebalancing. Rebalancing, oui. Désolé pour l'anglicisme. La ventilation des portefeuilles. Ventilation des portefeuilles, merci. On va se retrouver avec du Coinbase un peu partout. Ouais. Et l'autre actualité un peu plus complexe, oui, c'est le hack. Ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les hacks de données. Ça arrive aux entreprises maintenant. C'est pour ça qu'il y a des sujets cyber et qui prévalent pour Coinbase, mais tous les acteurs, j'ai envie de dire, qui sont dans le domaine de la crypto. C'est que les enjeux cyber sont primordiaux, c'est l'identité des individus et donc leur protection. Et donc oui, il y a cette histoire de hack sur laquelle ils essayent d'offrir une forme de rançon pour trouver les responsables ou comment ça a été fait. Donc, on va dire un peu en demi-teinte. Ouais. 400 millions de dollars, hein, ils ont chiffré à peu près leur exposition à cette affaire. Thibaut, ça vous évoque quoi? Coinbase qui atteint l'élite boursière, bon, qui tout de suite après se prend les pieds dans le tapis. On a Mike Novogratz aussi, le patron de Galaxy, un grand acteur de la finance digitale, qui dit ouais, mais moi j'aimerais bien m'introduire au Nasdaq, j'y arrive pas, les procédés sont super complexes, super injustes. C'est crypto et bourse, ça reste tout de même une cohabitation un petit peu compliquée? Ça reste encore compliqué, mais c'est quand même en train de changer. Après, l'actualité de Coinbase, je trouve qu'elle tombe à pic dans le sens où elle fait parfaitement écho à ce qu'on disait aussi juste avant sur l'importance de la protection des données et le fait de les partager. On met des points de friction à différents endroits et on s'expose encore plus à ce genre de risque. Donc là, tout a l'importance. Donc j'ai envie de dire, dans ce mal, il arrive presque au bon moment pour ouvrir le débat. Et après, sur les liens entre la bourse et les cryptos, il y a encore des conflits idéologiques, mais qui sont en train de se mélanger de plus en plus. Aujourd'hui, les communautés sont mariées, donc même si ça reste compliqué, je pense que ça ira. Allez, dernier aspect de l'actualité crypto de la semaine, on va parler de la finance, alors 100% décentralisée, qui retrouve des signes de vitalité. On a un record de valeur totale verrouillée, c'est comme ça qu'on la compte, hein, à 40,3 milliards de dollars. C'est ça, sur la TVL de AVE. Alors ça dépend de comment on fait le calcul, on n'arrive pas forcément au même résultat, mais si on réintègre effectivement les différentes boucles, on arrive à ce là. Au-delà du chiffre qui est symbolique, ce qui est intéressant, c'est de voir que la reprise sur les cours amène le soleil aussi à différents endroits du marché, et qu'on voit aussi la finance centralisée qui reprend des couleurs. Donc c'est surtout ça qui est intéressant d'être souligné. Effectivement, ça vous inspire, Stanislas? Oui, parce que quand il y a un peu de la demande pour de la crypto, on retrouve des rendements intéressants sur les stablecoins. Et donc, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que s'il y a des rendements intéressants sur une représentation de dollars, et même d'euros qui commencent à se développer, stablecoin euro, il y a de la TVL qui va arriver pour récupérer ce rendement. Donc, la machine est plutôt dans le bon sens. 2 603 € pour l'Ether, 103 562 $ pour le Bitcoin. Merci d'avoir été avec nous, Stanislas Barthélémy, Senior Manager Crypto et Web3 chez KPMG, et puis Thibaut Boutroux, CEO de Meria. Le club BFM Crypto, vous le retrouvez lundi avec Sandra Gandoin, et moi je vous retrouve dans quelques instants. On commence BFM Bourse, à tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.